Hello, hello. Bonjour, bonjour. Bonjour Mélanie. Bonjour, Christophe. Euh, Aujourd'hui, nous allons, pour la pratique, euh, faire la méditation en marche. Dans la méditation, il y a quatre postures. Donc on peut méditer en position assise, donc ce que nous avons travaillé déjà la semaine dernière, ou il y a quelques semaines peut-être déjà. Il y a la méditation en marche, la méditation en position debout, tout simplement, et la position allongée. Donc on comprend bien que le corps, finalement, disons que notre activité, les mouvements ou notre activité quotidienne est en fait une succession de ces quatre postures avec des transitions entre elles. Et le fait de travailler ces quatre positions en méditation permet après, quand la vie devient un peu plus mouvementée, un peu plus rapide, eh bien on a déjà un petit peu d'entraînement et on est capable peut-être d'affronter un peu plus, un peu davantage, disons, les aléas de la vie. Parce qu'on s'est préparé dans ces quatre positions lors de la pratique formelle. Et on se rend compte aussi que dans notre vie quotidienne, il y a énormément de temps passé à tout simplement marcher. Quand on va, quand on va d'un point à un autre, par exemple au travail, lorsqu'on va d'un bureau à un autre, on marche. Lorsqu'on va d'un étage à un autre, on marche. Lorsqu'on va chercher quelque chose qui va nous être utile pour notre travail, on marche. Donc si on s'entraîne finalement à la maison ou dans son jardin ou dans la forêt à faire cette méditation marchée, on va pouvoir amener la pratique finalement après dans des activités qui demandent, dans les activités quotidiennes tout simplement. Lorsqu'on va de son domicile à sa voiture, au parking, on marche. Donc si on peut être présent dans toutes ces transitions, comme on peut le travailler de façon formelle lors de ces pratiques ou de ces ateliers, eh bien ça va être drôlement utile. De la même façon, la méditation en position allongée, par exemple, est très utile lorsqu'on est malade, par exemple, ou lorsqu'on a des difficultés à s'endormir, ou lorsqu'on est également victime d'insomnie. On peut à ce moment-là, plutôt que de laisser les soucis nous envahir, on va pouvoir commencer une méditation en position allongée. Ou lorsque vraiment le corps a besoin de se reposer, on va pouvoir utiliser cette position lors de maladies chroniques qui demandent par exemple une hospitalisation longue ou, ou lorsqu'on est dans l'incapacité tout simplement de se mettre debout ou de marcher. Donc là, ça va être utile par exemple également pour les personnes qui vont être en fin de vie ou les personnes âgées ou à mobilité réduite. La méditation, tout simplement debout, que j'aimerais aussi introduire à un moment donné, eh bien, va pouvoir être utile, par exemple, pour toutes les personnes qui ont besoin en fait d'être un peu sur scène ou qui ont besoin de présenter des choses. Bon, c'est sûr que lorsqu'on va présenter, on va être face à une audience, on va avoir davantage de mouvement plutôt qu'une position debout statique, mais l'apprentissage de la présence et de l'ancrage, on va pouvoir après être utilisé justement comme appui au message verbal. Parce que le corps va être là, le corps va être présent.
Et pour toutes les personnes qui ont à présenter des résultats, par exemple, ou à convaincre une audience, à délivrer un message, eh bien cette méditation debout va pouvoir être utile. Ou encore tout simplement lorsqu'on fait sa vaisselle devant son évier, on est tout simplement en position debout, hein, et là on va pouvoir également pratiquer dans les activités quotidiennes. Ou alors même tout simplement lorsqu'on va s'adresser à une personne, euh, à son enfant, à un membre de la famille, à son patron. En fait, il s'agit de deux personnes qui vont se faire face à face et qui vont être en position debout. Donc encore une fois, euh, ça va pouvoir... la pratique formelle va pouvoir après être employée dans des situations un peu plus complexes et disons un peu plus actives. Donc là, on va commencer par la méditation en marche. La méditation en marche, les consignes vont être extrêmement simples, hein, je vais vous les donner. Et en quelque sorte, on va simplifier pendant cette pratique, on va simplifier la vie au maximum. C'est-à-dire qu'on va se réhabituer, on va se réhabituer au rien. C'est-à-dire à notre activité la plus fondamentale, qui est finalement la marche. Et retrouver cette simplicité du mouvement et d'être attentif finalement à cette simplicité de mouvement, être attentif à ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit, va aider à mettre en lumière ou à mettre en exergue finalement notre activité mentale ou notre envie de faire autre chose, notre envie d'avoir quelque chose, de vouloir obtenir quelque chose de la pratique, par exemple. Donc on va pouvoir mettre en lumière finalement cette envie d'obtenir quelque chose, d'être efficace, ou également on va pouvoir mettre en lumière notre activité mentale qui va nous projeter vers le futur, vers le passé, alors que finalement on essaye de se concentrer sur ce qui se passe tout simplement dans le moment présent. Que peut-on dire en plus ? C'est en quelque sorte une activité qui permet de se déshabituer à vouloir systématiquement obtenir quelque chose ou aller quelque part. Aller à quelque part pour obtenir quelque chose. Ou aller quelque part pour justement s'éloigner de quelque chose qu'on n'aime pas. Donc là, on va un peu se forcer. Et ça demande un peu d'effort parce que la simplicité, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qu'en général, on n'aime pas parce qu'on veut obtenir, on veut être satisfait de ce qu'on fait. On veut obtenir finalement un sentiment agréable dans ce qu'on fait. Ou bien on veut faire en sorte que notre activité nous mène en dehors de ce qu'on n'aime pas. Et là, on va se rendre compte que marcher n'est pas simple. Tout simplement marcher est en fait difficile. Et voilà, on va pouvoir se rendre compte un petit peu de ça parce que même parfois on se dit voilà, on va marcher en forêt, mais on va se dire ah oui, voilà, je vais marcher 4 km. Donc on se donne des objectifs. Marcher 4 km, marcher 6 km, marcher 1 heure, marcher vite. Ou lorsqu'on fait du jogging, alors on peut se dire voilà, on va se donner un objectif. Et en général, on ne va pas juste courir. On va courir pour obtenir. On va courir et on va mettre des écouteurs pour écouter de la musique en même temps. Ou pour écouter, je sais pas, des émissions, quelque chose d'intéressant. Voilà, on veut exploiter notre temps.
on veut exploiter notre temps pour obtenir quelque chose. Dans la méditation marche, on marche. On n'obtient en quelque sorte au départ rien, on ne va nulle part. Il n'y a rien à obtenir, on ne va nulle part. Et on est juste le témoin de ce qui se passe dans notre corps et dans notre mental. Donc c'est une façon un petit peu différente de vivre sa vie, on va dire. Donc pour passer aux instructions, c'est très simple. Si possible chez vous, vous pouvez trouver un endroit, peut-être un couloir, ou une pièce qui permet finalement de marcher au moins 5 pas d'affilée. 10, c'est l'idéal, on va dire 10 pas d'affilée, qui permet de faire demi-tour et de revenir. Donc un couloir, en fait, c'est l'idéal, par exemple, pour la méditation en marche. Donc au niveau de la simplicité de la pratique, eh bien, c'est qu'on va avoir, disons que c'est mes pieds, parce que je suis assise là, mais tout simplement essayer d'être présent, conscient, reconnaître lorsqu'on fait un pas, lorsqu'on fait un deuxième pas. Après on recommence. On essaye de rester dans ce qu'on fait au niveau pas gauche, pas droite, pas gauche, pas droite. Alors au départ on va quand même assez lentement. On va se rendre compte que finalement être présent dans cette simplicité du mouvement, marcher, c'est pas si simple. Donc si on le fait lentement, c'est mieux pour l'entraînement. Donc alors c'est simple, on peut soit dire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Okay. On peut dire 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou on peut utiliser le mantra, par exemple Buddho, donc on peut faire, qui veut dire la nature du Bouddha. On peut faire Buddho, Buddho, Buddho. Donc une fois que l'esprit quand même est assez ancré en fait ou absorbé par les pas, on va pouvoir compliquer un petit peu. Donc c'est à vous finalement d'ajuster en fonction de votre mental et de votre capacité d'attention, de savoir à partir de quel moment on peut... l'esprit est assez calme pour compliquer finalement la pratique. Alors compliquer la pratique, ça va être quoi? Ça va être vraiment porter son attention sur les trois... comment on peut dire en français, sur les 3 séquences du mouvement. Donc, lorsqu'on lève le pied, on bouge le pied, on repose le pied. Okay. Ça, c'est pour le pied droit. Et après, on refait la même chose. Prendre conscience lorsqu'on lève le pied, lorsqu'on bouge le pied, lorsqu'on pose le pied. Voilà, donc on est conscient, on est présent pour ces 3 étapes, voilà les étapes, 3 étapes de la marche. Le pied gauche, donc là on aura arrêté bien sûr de compter, on aura arrêté le mantra, on aura arrêté le gauche-droite, gauche-droite. On monte le pied, on bouge le pied, on pose le pied et on recommence. La méditation en marche est utile lorsqu'on souhaite... parce c'est difficile pour le corps de rester finalement longtemps assis, mais si on souhaite quand même multiplier dans une journée les sessions de méditation assise, eh bien on entrecoupe par des sessions de méditation en marche pour faire
recirculer finalement le sang dans les jambes et pour faire un peu bouger le corps sans forcément perdre sa concentration. Donc typiquement par exemple dans les retraites assez intensives, ça va être 1 heure de méditation assise, 1 heure de méditation en marche, 1 heure de méditation assise, 1 heure de méditation en marche. Et comme ça sur toute la journée de 5h à 22h typiquement. Donc ça permet de faire un petit peu d'exercice sans perdre finalement sa concentration pour pouvoir après faire la pratique Vipassana. Donc c'est la pratique Insight Practice en anglais, mais je ne sais pas en fait quelle est la traduction en français. Je cherche. Non, je ne sais pas. Je ne connais pas la traduction. Donc voilà pour la consigne. Alors on va se rendre compte que c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément faire, qui demande finalement de la discipline au niveau du mental. Et donc on va essayer, comme on est tout seul et que personne ne nous voit, on va essayer, en général le mental va essayer de trouver des excuses pour interrompre cette pratique. Allez, je sais pas, aller manger un truc, aller regarder son téléphone, ou etc. L'idéal c'est évidemment de passer outre et de continuer dans cette pratique qui peut paraître laborieuse et non intéressante au départ. Mais il y a énormément de bénéfices que l'on peut réaliser par soi-même lorsqu'on fait cette pratique. On pourra peut-être, si vous le souhaitez ensuite, en discuter éventuellement. Je propose que nous fassions 25 minutes, ce qui est, on peut dire, lorsqu'on commence déjà beaucoup, et c'est assez peu pour les personnes qui sont qui ont un peu plus l'habitude de méditer. Donc vous verrez bien 25 minutes si c'est difficile ou pas. Et puis donc vous pouvez utiliser un minuteur si vous le souhaitez, ou sinon je sonnerai le bol. Voilà. Je mets en route le minuteur. Vous trouvez une place qui vous convient, soit dehors dans votre jardin, soit devant votre maison, ou soit dans votre couloir. J'ai oublié de dire, bien sûr, il faut prêter attention lorsqu'on fait demi-tour. Donc lorsqu'on fait demi-tour, pour changer de direction, aller dans l'autre direction, il faut rester présent dans son corps et présent dans ce qu'on fait. Donc c'est à ce moment-là en général que le mental tend à justement partir, parce qu'on a tellement l'habitude de penser quand on marche, finalement, plutôt que de penser à marcher. C'est mieux de ne pas penser à marcher, mais de juste marcher. Mais on va se rendre compte que c'est à ce moment-là qu'on peut perdre l'attention lors des transitions, lorsqu'on va changer de direction. Donc essayez de garder son attention à ce moment-là également. Donc voilà, je mets le chronomètre, le minuteur sur 25 minutes. Vous pouvez faire votre pratique là où vous vous trouvez. Et puis on se retrouve à ce moment-là. Je vais aller marcher aussi.
Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être des commentaires sur la pratique? Ce sera coupé au montage. Ou plus tard, vous pourrez me faire votre retour d'expérience si vous le souhaitez. Donc voilà, la méditation en marche. C'est marcher mais pour aller nulle part en quelque sorte. C'est en quelque sorte, c'est essayer de reconnecter, de remettre le mental dans le corps et prendre conscience du mouvement des pensées, prendre conscience des désirs qui vont émerger, le désir d'arrêter la pratique pour faire autre chose parce que voilà, on est dans cette dynamique de façon constante d'obtenir quelque chose ou d'être diverti. Diverti du moment présent finalement. On va se rendre compte également finalement des émotions qui vont pouvoir émerger également pendant la pratique. Et on va pouvoir se rendre compte ou au contraire, on va pouvoir apprécier ce qu'on est en train de faire. Parce que finalement, ramener l'attention dans le corps, dans des mouvements extrêmement simples, permet finalement de calmer toute cette activité mentale, toute cette imagination, les stratégies qu'on peut développer pour obtenir quelque chose ou éviter quelque chose. Parce que finalement, le but est de reconnaître ce que l'on est, à savoir l'absolu. L'absolu ou le rien. Et finalement, de cet absolu, c'est de là où le tout émerge. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à appréhender, à comprendre intellectuellement. Et c'est pour ça qu'on fait cette pratique pour pouvoir réaliser, on va dire, concrètement par l'expérience. On va pouvoir se rendre compte par la pratique que finalement notre expérience est un amalgame d'émergence, d'apparition, d'émotions, de pensée, d'énergie du corps, et cette illusion fondamentale que l'on est un acteur présent dans ce corps qui va bouger dans un espace et dans un cadre temporel. Finalement, on peut se rendre compte que lorsqu'on arrive à calmer l'esprit, même par la méditation en marche, par la réintégration en fait de cet état d'observation dans le corps, lorsqu'on arrive vraiment à on va dire, augmenter le temps entre les proliférations mentales, on va se rendre compte à quel point c'est finalement apaisant de ne pas réfléchir à tout le temps. À quel point finalement le corps commence à se détendre quand il n'y a pas à penser et à concrétiser et à vouloir concrétiser le futur.
on va commencer à apprécier cette simplicité. Cette simplicité de l'état d'être. Cette simplicité est là où la personnalité de l'ego va complètement diminuer. On va se rendre compte à quel point il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'énergie finalement pour vivre et pour être. Et on peut trouver énormément de satisfaction dans cette activité simple de la marche où il n'y a rien à obtenir. À partir du moment où il n'y a rien à obtenir, finalement c'est là où la liberté se trouve. Ou vraiment ce qu'on peut appeler la paix intérieure, oui, se trouve. Et c'est vraiment là où la présence d'être va se révéler. Et plus tard, peut-être, quand on va quitter la pratique formelle, on va se rendre compte à quel point dans le corps et dans le mental, il va y avoir à nouveau ce rush d'énergie qui va nous pousser à agir, à dire pour obtenir ou pour repousser. Pour devenir quelqu'un, pour obtenir ce qu'on n'a pas, pour changer l'état dans lequel on est, dans lequel on se trouve, parce qu'on se sent insatisfait par les conditions qui nous entourent. On va se rendre compte à quel point ça consomme de l'énergie, à quel point le corps commence à se contracter, à quel point le mental commence à nouveau à refocaliser sur ce qui semble être des problèmes. Et donc lorsque ça arrive, lorsqu'on quitte la pratique et qu'on va se rendre compte que tout ça, finalement, ce mécanisme, on va dire, lorsqu'il se remet en route, voilà, quelles sont les conséquences, et de là, on apprend. On apprend sur soi-même, en quelque sorte, sur comment on fonctionne. Qu'est-ce qui coûte de l'énergie? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent mal? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent incomplet à nouveau? Donc, lorsque ça arrive, lorsqu'on a à nouveau, finalement, cette dissipation du calme, lorsqu'on va quitter la pratique et retourner dans on va dire dans la vie active, lorsque ça arrive et qu'on s'en rend compte, c'est très bien. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va vouloir forcément repousser ou condamner ou juger, mais on va se rendre compte des bénéfices là de la pratique de la méditation en marche. Et donc on va pouvoir après peut-être augmenter ce temps de méditation en marche. Ce temps de méditation assise. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'on va chercher à nouveau des antidotes pour calmer nos états mentaux qui créent du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Jusqu'au moment où finalement on peut se débarrasser finalement de la pratique formelle. Ou après cet état de non-recherche, on va dire, à obtenir, de juste d'être, va en fait transpirer sur tous les aspects de la vie active.
Donc l'arrêt de la vie n'est qu'en fait, devient la méditation, devient la pratique méditative. On a cette compréhension finalement de notre propre expérience, cette compréhension de ce qu'on est, à savoir l'absolu et la pleine conscience. Comment elle s'exprime en fait dans le monde, à travers les formes, à travers le mouvement, à travers les pensées, à travers les émotions. Et cette compréhension finalement apporte un goût totalement différent à la vie. On a une perspective complètement différente. Même si les conditions autour de nous deviennent ce que d'autres personnes peuvent considérer comme compliquées, comme graves. Malgré ça, on peut on va dire qu'on ne se sent pas lésé. Et on ne ressent pas le besoin de forcément changer. On va dire qu'on se laisse guider par le flot. Par le flot de la vie. Avec confiance. Voilà. C'était l'enseignement du jour. Merci pour votre attention. Je vais rester là encore quelques minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr partir. Ou si vous souhaitez échanger, c'est possible aussi. Ça ne sera pas enregistré. Je vais couper l'enregistrement.